Vous écoutez Réal Réel, saison 1, épisode 9, une conversation avec Frédéric Farucci, scénariste et réalisateur. Réal Réel. Avant de laisser place à ma conversation avec Frédéric Farucci, je tenais à vous donner quelques clés sur son parcours. Frédéric Farucci est un réalisateur et scénariste français né en Corse. Il a débuté au milieu des années 2000 dans le court-métrage avec L'Offre et la Demande en 2007 et a ensuite réalisé plusieurs autres courts-métrages dont Entre les lignes en 2018 qui a été sélectionné pour les Césars 2020. Le cinéaste a aussi réalisé quelques séries documentaires, dont une sur le peintre Claude Monet. Il passe finalement au long-métrage de fiction en 2019 avec La Nuit venue, qui sort dans les salles en juillet 2020. Ce film noir fait preuve d'un réel sens de l'atmosphère et lui vaut 2 prix importants au Festival international de films de Saint-Jean-de-Luz en 2019, puis un César de la meilleure musique pour Ron et une nomination pour le meilleur espoir masculin pour son acteur principal, Guang Huo. Son second long-métrage, Le Mohican, lauréat de la Fondation Gann 2023, a été sélectionné à la Mostra de Venise 2024 en section Horizonti Extra. Il est ensuite sorti en salle le 12 février 2025, où il a connu un beau succès public et critique, et a connu un très beau parcours dans les festivals internationaux. En avril 2025, Frédéric Farucci est nommé président du jury de l'aide à la création Fondation Gann. Ces quelques clés vous ayant été délivrées, je laisse place à ma conversation avec Frédéric Farucci. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Réal Réel, saison 1, épisode 9. Et j'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Frédéric Farucci. Bonjour Frédéric. Bonjour Alban. Nous allons échanger avec toi autour de la mise en scène. Écoute Frédéric, on a l'habitude de commencer ce podcast par te demander de te présenter en quelques mots, toi et ton parcours de cinéaste, donc. Alors, je m'appelle Frédéric Farucci, j'ai réalisé 4 courts-métrages de fiction et 2 longs-métrages et quelques documentaires, une série. J'ai commencé ma vie de cinéaste par une série documentaire qui s'appelle La vie filmée des Corses, qui durait 6 fois 52 minutes. Et j'ai fait aussi quelques documentaires de commande pour la télévision. Super, on va revenir un peu sur toutes ces expériences. Et on a une tradition dans ce podcast, c'est de commencer par un petit échauffement. Pour pas trop rentrer dans le dur trop vite, c'est de faire un petit portrait de toi en 10 questions. L'idée, c'est que tu répondes le plus spontanément possible à ces 10 questions. Est-ce que tu es prêt, Frédéric ? Je suis prêt. Alors, la première question, si tu étais une actrice ou un acteur ? Paul Newman. Si tu étais une compositrice ou un compositeur de musique de film ? Nino Rota. Un livre que tu aimerais adapter ? Orphelin de Dieu de Marco Biancarelli. Une salle de cinéma ? L'Empire à Ajaccio, mais ça n'existe plus. C'est dommage. On n'aime pas voir les salles de cinéma disparaître. Mais c'est celle dans laquelle j'ai eu mes premiers émois de spectateur. Des beaux souvenirs. Un pays étranger dans lequel tu aimerais tourner un film ? Le Brésil. On est à mi-chemin. Quel est le film qui t'a le plus choqué ? Funny Games d'Anneke. Celui qui t'a le plus fait pleurer ? Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone. Quel serait, instant confession, ton principal défaut ? Vous ne voyez pas la tête de Frédéric. C'est très drôle. Je suis très angoissé et j'ai l'art de faire partager mes angoisses à mon entourage. C'est un sale défaut. J'essaie de résoudre ça avec ma psy. Quel est ton état d'esprit actuel, du coup ? C'est une drôle de période. Je suis entre deux. Je finis à peine la promotion de mon deuxième long-métrage, Le Mohican, et je suis en train de me lancer en écriture sur divers projets. Donc, je suis entre deux eaux, mélange de joie de reprendre le travail et d'angoisse, évidemment, face à l'inconnu. Et enfin, pour terminer ces 10 questions, quelle est ta devise favorite ? Alors, c'est une citation de Doris Lessing qui dit « Whatever you meant to do, do it now. The conditions are always impossible. » Ça marche vraiment avec le cinéma. Les conditions sont toujours impossibles, en fait. Et faut y aller, quoi. Faut y aller, faut pas trop attendre, je crois. Donc, quoi qu'on veuille faire,
Il ne faut pas attendre et il faut se lancer, en gros. Si je traduis. Voilà, après, c'est toujours difficile de faire des généralités. Mais en tout cas, cette devise-là, elle m'a poussé, en tout cas sur le dernier film, à me lancer alors que les conditions n'étaient pas réunies et je ne l'ai pas regretté. Est-ce que ça va après ces 10 questions, bien échauffé? Oui, ça commence fort quand même. Alors, on va repartir un peu plus en douceur. Par une question assez générale, Frédéric, à quel moment est-ce que tu t'es dit « j'ai envie de devenir réalisateur » Est-ce que ça a été une vocation pour toi? C'était une vocation enfouie. Il y avait une passion pour le cinéma, mais j'ai mis un temps fou à m'autoriser à rentrer dans cette passion. Et donc, c'est passé par de longues années d'études en économie et par le début d'une vie professionnelle dans ce domaine-là, jusqu'à ce que je me dise que je serais malheureux toute ma vie si je continuais comme ça. Et j'ai fait un virage à 180 degrés et venu vers cette vocation sur le tard, on va dire, en autodidacte complet. Ce qui est d'autant plus remarquable parce que c'est pas un milieu facile. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Non, mais quel milieu l'est. Comment est-ce que naît l'idée ou le désir d'un film pour toi? Je crois que le cinéma, pour moi, c'est un lieu éminemment politique et je crois que l'idée ou le désir d'un film naît essentiellement quand dans ma vie de citoyen, dans ma vie d'individu, je suis gêné, troublé, heurté par des événements ou par des situations. J'ai l'impression que c'est ça qui me donne l'envie et la foi de me lancer sur les années de recherche et de travail que constitue un film. Alors après, j'ai fait notamment un court-métrage qui était sur un motif, on va dire, moins politique et plus personnel, qui était mon deuxième court-métrage, qui s'appelait Sissu, qui était sur le parcours d'un jeune pilote automobile, ce que j'ai été dans mes jeunes années, et qui était une réflexion plus sur la pulsion de mort. Mais je crois que tous mes autres films, que ce soit les 3 courts et les 2 longs, étaient basés sur des motifs politiques. Alors peut-être que ça sera lié ou pas, mais quelle est la réalisatrice ou le réalisateur que tu admires le plus? C'est difficile de faire de telles hiérarchies, il y en a tellement. Mais comme tu commences par réalisatrice, il y en a une que j'admire infiniment, qui est Catherine Bigelow. Parce qu'il y a, dans sa façon d'aborder justement des sujets politiques, via le genre, quelque chose de très puissant, je trouve. Voilà, après, les cinéastes... Il y en a quand même une ribambelle. En ce moment, je suis en train de revoir tous les films d'Antonioni et je dois dire que je lui voue une sacrée admiration. Voilà. En fait, c'est vraiment par période. C'est vraiment par période. Et je trouve que c'est très, très difficile de se limiter à un ou deux cinéastes. J'en ai cité 2 comme ça, mais c'est parmi, on va dire, une liste de 50. C'est vrai que c'est une question impossible. Quelles sont tes sources d'inspiration? Tu parlais de politique, mais du coup, est-ce que c'est uniquement du fait divers, du sociétal, ou ça peut partir d'autres choses? Oui, ça peut partir de plein d'autres choses. En fait, c'est vrai que moi, je fais un cinéma qui est essentiellement fondé sur le réel et sur une appréhension du réel. Donc, on va dire que ma source d'inspiration principale, c'est l'époque dans laquelle je vis. Mais après, il y a plein d'autres sources qui me nourrissent, comme le cinéma, la littérature, la musique, les rencontres. Et justement, c'est quoi ton rapport aux autres formes d'art? Je pense aussi à la peinture, photographie. Est-ce que ça t'inspire ou est-ce que c'est quelque chose qui... Immensément. Je suis boulimique de musée, de lecture, d'écoute. Voilà, c'est plus le temps que le désir qui manque. Moi, j'ai remarqué une thématique, enfin, si on peut appeler ça une thématique, mais quelque chose qui recoupe tes films, enfin ceux que j'ai vus, en tout cas j'ai vu entre les lignes, donc La Nuit Venue et Le Mohican. Je trouve qu'il y a toujours une loupe qui est mise sur un microcosme. Je veux savoir si c'était quelque chose qui pourrait définir ton univers, et sinon, comment est-ce que tu définirais ton univers de cinéaste? Alors, c'est très intéressant en tout cas d'avoir cette vision-là. Je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais effectivement, il y a un vrai désir d'aborder un microcosme. Si je l'avais formulé avant que tu le fasses, j'aurais parlé plutôt de territoire. Et par territoire, en fait, j'entends à la fois un lieu, j'entends une époque et j'entends une ou des communautés qui y vivent et qui le font vivre. Et c'est ça qui m'intéresse énormément, effectivement. Mais le fait d'aborder des communautés et des communautés dans le travail, ce sont des choses qui me passionnent. Oui, parce que je précise pour les auditrices, auditeurs qui n'auraient peut-être pas vu tes films, mais ton premier long métrage, La Nuit Venue, se déroulait dans le milieu de la communauté chinoise, en fait, à Paris, avec un chauffeur de VTC. Et le second se déroule en Corse et a plus attrait à la résistance politique face, on va dire, aux dérives locales, qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs à ce titre. La Corse étant mon territoire de naissance et de cœur. C'est le territoire qui me définit, on va dire, quelque part. Ce qui rend d'autant plus précieux le regard que tu portes sur ce territoire.
Et selon toi, question un peu difficile, mais comment se définit le style d'un cinéaste ? C'est vrai que c'est difficile comme question. C'est très, très complexe à résumer. Hein. Mais bon, c'est drôle parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de sujet, en fait, de ce qui me faisait entrer dans un film, de ce dont ça traitait. Mais je crois que ce à quoi on reconnaît essentiellement un cinéaste, c'est la forme, en fait, et c'est la façon dont il ou elle s'empare d'un sujet via les moyens du cinéma, à savoir de l'image et du son. Ce qui rend d'autant plus malaisant pour un ou une cinéaste de parler de son propre cinéma. Je ne vais donc pas te demander comment tu définirais ton style. Non. Mais par contre, ce que je vais te demander, c'est quel est ton rapport aux références ? Est-ce qu'elles te construisent et construisent ton identité de réalisateur ? Je pense souvent à la citation d'Almodovar qui dit « C'est bien, il faut voler aux autres cinéastes, mais sans jamais se faire prendre ». Est-ce que tu es dans cette dynamique ou au contraire, tu essaies de mettre des murs entre tes références et ce que tu fais peut-être ? Mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est vieux comme l'histoire de l'art, en fait. C'est-à-dire que chaque artiste, entre guillemets, donc chaque cinéaste, est forcément nourri d'un nombre infini d'œuvres, quelle que soit leur nature d'ailleurs. Et donc, on vit en permanence entouré de références. Ce qui me paraît important, c'est dès lors qu'on entre dans un projet singulier, c'est de ne pas trop pointer précisément des œuvres, à moins que ce soit des références avouées, des citations, on va dire, c'est d'essayer de faire en sorte que ces références soient digérées et qu'à partir de toutes ces références-là, on fasse notre propre tambouille, je dirais. Tout à fait, c'est le mieux. Alors on en parlait un petit peu, parce que tu travailles sur de nouveaux projets depuis la sortie du Mohican, mais comment est-ce que tu gères justement cette attente qu'il y a entre deux projets, parce qu'on sait que ça peut être très long de faire un film, et que c'est assez frustrant de ne pas pouvoir exercer son métier comme on le voudrait. Donc comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ça ? Je lance plusieurs projets en fait. Et donc, quand j'attends sur un projet, j'essaie de ne pas être passif et d'être au travail sur un autre. C'est un très bon remède à, justement, l'attente. C'est de ne pas attendre, du coup. Oui, c'est ça. C'est d'être en action tout le temps. La vie est courte et on a la chance d'exercer un métier passionnant. Il faut avoir conscience de cette chance-là, de pouvoir vivre de ça. Donc, voilà, c'est pas une douleur pour moi que de travailler. Est-ce que tu peux nous décrire un moment de mise en scène qui t'a marqué dans un film, celui qui te viendrait à l'esprit ? Alors, je parlais d'Antonioni tout à l'heure. J'ai revu récemment Profession reporter. Bon, tout le film est une folie en matière de mise en scène, mais il y a deux plans en particulier qui sont très marquants. Alors, il y en a un qui est très connu, qui est le plan de fin, où en gros, la fin du film et la fin du protagoniste se jouent complètement hors champ, et on est sur un faux plan séquence qui se passe, la première partie du plan séquence se passe en plan fixe depuis l'intérieur d'une chambre dont on ne voit pas l'intérieur mais qui filme vers l'extérieur, et on comprend qu'il est en train de se nouer quelque chose dans la chambre à travers les réactions des différents protagonistes à l'extérieur. Peu à peu, la caméra avance très lentement et va passer à travers des barreaux. C'est en ça que c'est un faux plan séquence, parce qu'il y a un raccord dont on ne voit pas du tout la jointure. Ouais. La jointure. Et donc, le plan se poursuit à l'extérieur et à travers un long panoramique, continue à nous raconter ce qui a pu se passer à l'intérieur pour finalement nous montrer le résultat de ce qui s'est passé. Bon, c'est d'une virtuosité sans nom, mais au-delà de la virtuosité, ça place la caméra à un endroit très particulier qui est l'endroit d'exister pour elle-même, en fait. Elle n'est plus là pour porter un point de vue, elle existe pour elle-même, et c'est en l'occurrence un propos sur ce que c'est que cette profession de reporter. Donc voilà, je trouve ça très 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 élaboré, infiniment riche. Et il y a un autre plan qui est particulièrement épatant et qui est beaucoup moins connu en fait, qui est un panoramique temporel, c'est-à-dire que c'est un panoramique qui permet de faire un flashback, mais qui est un vrai panoramique. Pour le coup, il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de jointure, et on est avec Jack Nicholson, qui est en train de falsifier des papiers et qui est en sueur. Il lève la tête et regarde sur sa gauche, on suit son regard, et donc on va avoir encore un plan qui donne sur une fenêtre, où on voit un homme qui est accoudé contre une rambarde, la rambarde d'un balcon, et quelques secondes après que le panoramique soit terminé et qu'on soit sur cet homme, Jack Nicholson arrive à son tour dans le plan, en fait, il est changé, il est essuyé très aussi. Rapide. Voilà. Et donc, je lisais à ce propos quelques mots de la costumière qui disait que c'était sacrément
dur, en fait, d'essuyer Jack Nicholson, de le faire se changer pour qu'il puisse arriver à temps sur la deuxième partie du plan. Mais ce qui est extraordinaire, c'est l'économie, en fait, de cinéma, qui est ce panoramique qui évoque ce flashback. C'est d'une efficacité redoutable dans un cas comme dans l'autre, en tout cas. Deux très beaux exemples, en tout cas. Ce qui donne envie de revoir la filmographie d'Antonioni. On va suivre ton mouvement. Non, mais ce qui est assez fou, c'est que ce sont quand même des films qui ont 60 ans, quoi. Et qui sont encore tellement modernes. C'est d'une modernité formelle folle, et pas que formelle, de toute façon. C'est d'une modernité inouïe, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, selon toi, est-ce qu'un film doit obligatoirement être personnel pour être réussi ? Un film d'auteur, oui. Sinon, qu'est-ce qu'on raconte, en fait ? Le cinéma d'auteur, c'est un cinéma de point de vue. Et pour porter un point de vue, il faut un auteur. Je viens d'effectuer une boucle. Et donc, oui, il faut que ce soit personnel. Il faut que ce soit personnel. Et c'est de là qu'est née, d'ailleurs, la politique des auteurs. Parce que même si un cinéaste ou une cinéaste récupère un scénario qui n'est pas de lui, dans la mesure où le scénario n'est qu'une étape, en fait, la dimension formelle, donc ce qui importe dans le film, selon moi, parce que c'est cette forme de porter le fond, en fait, elle n'est intéressante que si elle est personnelle. Si on fait des copier-coller d'autres œuvres ou si on se contente de filmer un scénario, généralement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça ne reste pas dans l'histoire, je crois. Dans la même continuité, est-ce que pour toi, faire un film personnel, ça veut dire forcément avoir pris part à son écriture ou pas ? Pour moi, oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne, mais j'imagine que... c'est difficile de savoir comment ça fonctionne pour les grands cinéastes. Il y a des grands cinéastes, par exemple, qui ne signaient pas leur scénario, mais on sait à quel point ils intervenaient dans l'écriture de ce scénario. Donc, quelqu'un comme Hitchcock, par exemple, ne signait pas ses scénarios. Mais bon, les films d'Hitchcock, ce sont les films d'Hitchcock. Ce ne sont pas les films des scénaristes qui ont écrit les scénarios. Et je ne peux pas croire qu'ils n'intervenaient pas de manière très, très approfondie dans les scénarios. Et de la même manière, on parlait de profession reporter d'Antonioni, c'est pas lui qui signe le scénario et pourtant, c'est vraiment lui qui signe le film. Donc, voilà, je sais pas si ça répond clairement à la question. Si, complètement. Justement, on parlait de style, donc ça boucle. C'est qu'il y a bien quelque chose qui excède l'écriture et qui fait un cinéaste, en fait. Je crois, oui. Alors, selon toi, quelle est la plus grande qualité que doit posséder un réalisateur ? La ténacité. Je crois que c'est l'essentiel. Tout est bien résumé. C'est au-delà de la ténacité, en fait. Je pense que c'est une forme c'est quelque chose d'irrationnel, en fait. C'est une folie. Compte tenu de toutes les bonnes raisons qu'il y a pour ne pas faire un film et du temps que ça prend, je pense que c'est plus que de la ténacité, en fait, c'est de l'acharnement. Tu dis toutes les bonnes raisons de ne pas faire un film. Oui, mais oui, c'est tellement dur à monter, c'est tellement dur à fabriquer pendant qu'on y est. Oui, il n'y a que des choses qui s'opposent à ça, en fait. C'est jamais fluide, en fait. C'est jamais... évident, ouais, c'est vrai. On a toujours l'image du parcours du combattant. Oui, c'est ça. À quel point est-ce que tu penses au public quand tu crées un film ? Le moins possible. Le moins possible. Pour moi, c'est vraiment... il y a vraiment une dimension schizophrénique dans ma façon d'aborder le cinéma. C'est-à-dire que dans l'écriture, dans la fabrication, j'essaie d'y penser le moins possible. Et par contre, quand le film est fini, ça devient une obsession de savoir comment le film va être reçu. Alors après, j'exagère un petit peu quand je dis ça, en fait. C'est-à-dire que j'estime qu'il ne faut pas se rendre dépendant de ça, mais j'essaie toujours de penser à la façon dont le spectateur va sortir de la salle, en fait. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas penser au spectateur pour chaque plan, j'essaie de ne pas penser à spectateur par rapport à mes désirs de cinéma, en fait. Ça, c'est très égoïste, c'est très personnel. Après, sur le sens d'une histoire et sur la façon dont un spectateur pourrait la recevoir, j'ai l'impression qu'il y a un désir pour moi d'avoir une forme de générosité vis-à-vis du spectateur. C'est-à-dire que je crois que mes 2 longs métrages sont des films pessimistes, mais qui ne sont pas dénués d'espoir. Voilà. Si ça peut évoquer les nuances, en fait. En faisant des films pessimistes, je livre ma vision, hélas, des choses, de l'époque, de ceux que j'ai envie de narrer. En y mettant une forme d'espoir, là, j'ai l'impression que je m'adresse au public. C'est très vrai, je trouve. Évidemment, tu sais ce que tu fais, mais je veux dire, en regardant tes films, on sent cette espèce de double fin. C'est-à-dire qu'on a d'abord le côté pessimiste. Tu finis toujours sur cette note d'espoir, en fait, qui montre que la vie continue, les combats continuent et peut-être que les choses ne sont pas forcément fermées. Et du coup, je te parlais du public, mais quel est ton rapport avec la critique ? Bof. Non. Comment dire ? En fait, mon rapport avec la critique, je trouve qu'on vit dans un pays extraordinaire en France parce qu'il y a une critique qui existe, qui est très vive et qui est encore une forme de capacité à parler, à évoquer
une discipline, un art, et à inciter des spectateurs à aller en salle. Donc je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et après, je dois dire que j'ai été assez gâté par la critique, moi, que ce soit sur mon premier ou mon second film. Donc je rigolais au début, mon rire n'était absolument pas ironique. Je ne peux avoir qu'un avis favorable envers la critique. Alors après, c'était pas unanime. Et donc forcément, il y a des coups de griffe, des fois, qui sont douloureux. Mais c'est un jeu à accepter dès lors qu'on est cinéaste, on s'expose. Et quand on s'expose, on s'expose à la critique aussi. Et tu les lis, les critiques ? Alors, c'est assez drôle parce que, je les lis avant d'aller en salle, souvent. C'est pas ça qui détermine le fait que j'aille voir un film, mais j'aime bien lire 2-3 avis. Et après, je les lis dans le détail pour confronter ma vision du film avec celle, en tout cas, de certains critiques pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et quand ça concerne, bon, j'ai pas une grande expérience, hein, j'ai fait 2 films, hein, mais quand ça concerne mes films, c'est drôle. Une fois que j'ai vu la tonalité, je lis ça en diagonale. C'est assez drôle, en fait. En bien comme en mal. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ton étape préférée de la création d'un film ? Alors, j'ai 2 étapes passionnantes, à mes yeux, qui sont la fabrication, à savoir préparation de tournage, et le montage. C'est vraiment les deux moments que j'adore. Enfin, quand je dis montage, c'est plus que le montage, c'est la post-production, parce qu'il y a aussi le mixage, qui est une étape que j'adore. Voilà. Bon, la préparation, le tournage, c'est vraiment parce que après la solitude de l'écriture, d'un coup, c'est une équipe qui arrive. J'ai pas essayé tous les métiers, mais j'ai jamais vu un endroit. Je pouvais pas imaginer, en tout cas, venant dans le cinéma, qu'il y aurait un endroit où sont réunis autant de compétences et de talents qu'un plateau de cinéma. Je trouve ça extraordinaire, en fait, l'apport de chaque technicien pour aller vers la fabrication d'un film. Sur mon premier court-métrage, j'étais fasciné par ça et je ne cesse de l'être, en fait. Toutes ces propositions qui arrivent, toute cette énergie, toute cette intelligence, tout ce talent dédié à un film qu'on a écrit, je trouve ça fou, en fait, comme don. Et moi, je me nourris énormément de la collaboration. Je trouve ça extraordinaire d'aller puiser les talents de chacun. Donc, j'adore ce moment-là, de la préparation, du tournage. Après, c'est une épreuve, le tournage. C'est une épreuve. On n'a jamais, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore eu de situation où j'avais le temps de faire tout ce que je voulais. C'est toujours des arbitrages cornéliens. C'est toujours une course contre la montre. Et donc, on sort de ça lessivé. Et après ça, de pouvoir recommencer à penser, c'est-à-dire et ne pas être juste dans l'action-réaction, pouvoir se poser dans l'intimité d'une salle de montage avec juste... j'ai une monteuse qui a monté mes 2 premiers longs métrages, qui est une personne extraordinaire, et le fait de pouvoir passer ce temps-là à penser le film, à repenser le film, en fait, je trouve ça fantastique. Voilà. Et après, c'est vrai que j'aime beaucoup le mixage aussi, parce que je trouve que dans le travail sonore, le film se transforme une nouvelle fois. Enfin, il ne se transforme pas, mais il y a plein d'endroits, en tout cas dans la façon dans laquelle je travaille, plein d'endroits où le film se précise énormément via le mixage. On reviendra sur ces étapes un petit peu plus tard quand on parlera de post-production, mais c'est passionnant. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors, question très ouverte, mais on parlait beaucoup de politique et de société, ça tombe plutôt bien. Selon toi, quel est le plus grand défi qui attend les réalisateurs dans l'avenir ? Moi, je pense qu'il y a un défi permanent chez les cinéastes. C'est évoquer l'époque de manière singulière. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, en tout cas dans le cinéma, aussi bien en tant que spectateur qu'en tant que réalisateur. Les défis à venir, concernant, je vais parler de notre microcosme français, qui est un microcosme privilégié jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'on va vers un futur où les moyens pour faire des films vont être de plus en plus limités. Alors, moi, j'ai appris à faire avec peu, donc je pense que je vais devoir continuer comme ça. Ça va être un sacré défi, en fait, effectivement, que de continuer à avoir des ambitions cinématographiques avec des moyens qui se réduisent. Mais j'ai l'impression que c'est une tendance, en fait, qui est assez forte, c'est-à-dire de réduction des montants alloués au cinéma, une réduction du nombre de guichets possibles, en fait, qui est assez inquiétante en ce moment. Je partage ton sentiment et on se demande où ça peut aller, parce qu'effectivement, beaucoup de cinéastes ont très peu de moyens et très peu de temps, ce qui est lié dans la création d'un film pour pouvoir tourner leurs œuvres. Donc, si on rabote encore plus, où est-ce qu'on va arriver ? Alors, il y a une question signature de ce podcast qui s'appelle la question du démon, Frédéric, parce qu'on va interroger quelque chose d'assez intime. Est-ce que tu es prêt ? Frédéric, en tant que réalisateur, quelle est ta pire peur ? Alors, c'est drôle parce que quand je sors de tournage, et ça, c'est une constante, pendant au moins une semaine, voire plus, je me réveille en nage toutes les nuits en pensant que j'ai oublié de filmer une scène.
Ça ne m'étonne pas. Terrible. Terrible. Chaque nuit. Oui, chaque C'est nuit. incroyable. Et c'est systématique à chaque C'est fois. si systématique. Il y a une semaine pendant laquelle je ne peux pas dormir correctement, en fait, alors que c'est la semaine où on a besoin vraiment de se reposer. Oui, juste après. Mais ça t'arrive pas pendant le tournage? Non, pendant le tournage, non. Mais pendant le tournage, on est tellement... Enfin, on est dans l'action, hein, vraiment. On n'a pas le temps de réfléchir, oui, Non. tu me diras. C'est vrai. Donc c'est l'après, c'est la décompression en fait qui provoque ça. Je crois. On va parler un peu d'écriture maintenant. Je voulais savoir quel était ton rapport à l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi ou de douloureux ou... Les deux. Non, comment dire. L'acte d'écrire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la pratique. La période d'écriture, je trouve ça atroce en fait. Parce qu'on est dans un endroit où une période très réflexive, donc on est constamment dans la projection de ce à quoi on va arriver, mais c'est très très lent en fait de réussir à écrire ce vers quoi on va arriver. Et puis c'est les montagnes russes. Moi, il m'arrive très fréquemment de me coucher en étant fou de joie et en pensant que j'ai enfin trouvé, et puis de me lever le matin en disant c'était ça que tu avais trouvé, espèce d'âne. Un retour d'esprit critique. Oui, voilà. Ou bien, au contraire, de me coucher désespéré parce que la journée a été complètement stérile. Donc, c'est une période vraiment assez complexe, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité dans mes moments préférés, parce que j'y entre avec une forme d'angoisse et je ne suis soulagé qu'au moment où j'ai un retour de productrice, de producteur qui me dit on a quelque chose là. Voilà. C'est peut-être à ce moment-là que l'écriture devient vraiment agréable parce qu'on sait qu'on a quelque chose et on raffine en fait. Est-ce que tu collabores à l'écriture du coup? Ça dépend des projets en fait. Sur 2 de mes courts-métrages et sur le premier long-métrage, c'était coécrit. Et puis sur les autres, j'étais seul. J'avoue que c'est très très bien, c'est très agréable d'écrire avec quelqu'un. Et puis ça permet, je pense, d'aller beaucoup plus loin et plus vite. Quand on est seul, enfin moi en tout cas, quand je suis seul, j'ai tendance à l'autocensure. Chaque fois qu'on ouvre une porte, chaque fois qu'on ouvre une voie d'écriture, en fait, une option, on sait que pour aller jusqu'au bout de cette option, c'est peut-être plusieurs jours d'écriture. Et parfois, on arrive à une impasse et donc il faut revenir en arrière et se dire que ces quelques jours d'écriture, il n'y a plus qu'à les jeter, comme une hypothèse non valide. Qui est dur. Oui, et c'est dur. Et quand on l'a vécu ou expérimenté à diverses reprises, on a parfois tendance à ne pas pousser la voie jusqu'au bout, en fait, en se disant non, j'y crois moyen, il ne faut pas que je m'épuise là-dessus. Et l'avantage, quand on est 2 ou plus, en fait, c'est de pouvoir évoquer toutes les idées avec en face une ou des personnes qui valident ou invalident et qui permettent donc du coup de moins s'auto-censurer et de plus... ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles, c'est ça. Je pense à tes 2 longs métrages. Est-ce que tu as opéré une enquête de terrain avant? Parce que comme ça se concentre, peut-être moins en Corse puisque tu es originaire de là-bas, mais je pense notamment à La Nuit Venue. Est-ce que tu as opéré une enquête sur le terrain puisqu'on parle d'une communauté chinoise, un microcosme dont on parlait assez particulier, qui plus est dans le milieu de la nuit parisienne? Comment ça s'est passé? Oui, il y a une enquête sur La Nuit Venue, effectivement. J'avais travaillé avec une chercheuse du CNRS, native de Chine, qui était spécialiste des migrations et en particulier des migrations clandestines. Donc c'était une source d'informations très très riche pour moi. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec la directrice de casting et les comédiens, qui étaient tous natifs de Chine, en fait, peu étaient professionnels d'ailleurs, ça a été une deuxième couche de documentation pour moi et d'enquête de terrain. Voilà. Il y avait aussi un aspect plus journalistique quant aux situations de tel ou tel territoire. Enfin, voilà, tout ça pour dire que oui, ça a été une longue enquête qui a duré pendant tout le temps de l'écriture, qui a été une très longue écriture, La Nuit Venue, puisque j'ai commencé à l'écrire alors que je n'avais fait qu'un court-métrage et que je l'ai tourné après mon 4e court-métrage, sachant que j'avais déjà écrit et financé un 5e court-métrage qui n'a jamais vu le jour. Donc, c'était une longue période d'écriture. Pour le Mohican, non, effectivement, comme tu le disais, ça parle de mon territoire. Je n'ai pas besoin de documentation. J'ai la connaissance de ce territoire. C'est le territoire sur lequel j'estime avoir une vraie légitimité, d'avoir une connaissance à la fois historique et contemporaine, en fait. Si on parle de documentation, en tout cas, c'est une documentation sur le long cours, en fait. C'est quelque chose qui me nourrit au quotidien et qui, un jour, a intenté
se concentre sur un film en attendant le suivant. Chaque film ayant sa nécessité, en fait, son propre temps. Oui. En préparant cet entretien, j'ai vu aussi que depuis avril, si je ne m'abuse, tu es président du jury de la Fondation GAN, ce qui n'est pas rien comme responsabilité. Tu es ancien lauréat aussi avec le Mohican. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu attends de cette fonction? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse justement? Ou au contraire, tu trouves ça plutôt stimulant? Je trouve ça très stimulant, mais après, comment dire, quand on accepte cette charge-là, on ne réfléchit pas à ce que ça nous apporte. C'est rendre un petit peu ce qui nous a été donné. Donc, de la même manière que j'ai eu la chance, moi, d'être lauréat de la Fondation GAN, j'estime que quand on me sollicite pour à mon tour recevoir des projets et des porteuses, des porteurs de projets, c'est compliqué de dire non, voire même impossible. Donc voilà, après c'est une lourde responsabilité. En plus, quand on est dans le jury de la Fondation GAN, en fait, on reçoit, il y a 2 sessions, on reçoit à chaque fois 5 couples ou trios de cinéastes, productrices, producteurs. Et donc, on reçoit généralement 5 projets de très grande qualité parce qu'ils ont été triés sur une centaine. Enfin, sur ces 5 projets, il faut en choisir 2. Donc c'est pas quelque chose de facile en fait, parce qu'on est face à généralement 5 projets excellents, et donc c'est toujours des choix crève-cœur. Donc c'est une sacrée responsabilité et une sacrée source d'angoisse aussi. Je comprends. Tu es comme entouré, tu n'es pas seul. Non, bien sûr, non, je suis pas seul à décider. Non, c'est très collégial. Alors on va parler un peu de préparation, puisque c'est une étape que tu aimes bien, Mm-hmm. et notamment de découpage. Je voulais savoir quelle forme prenait ton découpage technique. Est-ce que c'est quelque chose d'écrit? Est-ce que tu storyboards? Est-ce que tu utilises des photos? De manière générale, en gros, comment est-ce que tu communiques tes intentions, à ce stade, en tout cas, à ton équipe? J'avais une façon de fonctionner jusqu'à la nuit venue qui a été complètement battue en brèche avec le Mohican, donc je sais plus quelle est ma façon de travailler. De mon premier court-métrage jusqu'à la nuit venue, j'ai fait des découpages très précis en amont, plan par plan, souvent avec la chef opératrice ou le chef opérateur avec qui je travaillais. Souvent, je travaillais seul et ensuite, on partageait ça. Quand je fais mon découpage, je le fais de manière territoriale parce que je dessine très mal. Et donc, je parle de valeur de plan, de ce qu'il y a dans le plan, de mouvement de caméra. Voilà, mais tout ça de manière avec des mots exclusivement. Et généralement, ça se précise avec la chef opératrice ou le chef opérateur qui ensuite, elle ou lui, fait des dessins souvent. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé sur mes 4 courts et sur mon premier long. Sur le Mohican, c'était une autre façon de travailler avec une chef opératrice qui est brillantissime, qui s'appelle Jeanne Lapoirie, qui n'avait pas forcément très envie de lire ou de préparer un découpage aussi précis que ça, en fait. Et en plus, j'étais dans une situation d'urgence, encore pire que les précédents, dans la mesure où on a obtenu le feu vert pour partir sur le film quelques semaines avant la prépa, 2-3 semaines avant la prépa. Et pendant très longtemps, en fait, j'étais plutôt sur la façon dont il fallait que je réécrive mon scénario pour le faire rentrer dans le budget qu'on avait, en fait, plutôt que de réfléchir en termes de découpage. Donc, je suis rentré dans le gros de la prépa sans avoir eu le temps de faire ce découpage. Et donc, on est rentré dans une logique où les plans se découpaient le matin même, en fait, avec la chef opératrice, en fonction du décor. Les choses auxquelles je réfléchissais beaucoup, moi, la veille de chaque jour de tournage, c'était au sens de la scène, en fait. Voilà. Pour moi, un cadre doit servir un sens. Donc, c'était vraiment au sens de la scène. Quel est le sens de cette scène? Qu'est-ce que cette scène évoque? Où se place-t-elle dans le film? Quel est l'état d'esprit du protagoniste? En étant très précis là-dessus, je trouve qu'en arrivant sur un décor, en fait, la grammaire se trouve plus facilement. Mais je ne saurais pas dire si une méthode est meilleure qu'une autre. J'ai l'impression que c'est très circonstanciel. J'avais la certitude, jusqu'à ce film, j'avais la certitude que plus un découpage était précis et pensé, en fait, et plus ça donnait de la liberté ensuite pour improviser. Mais je me suis aperçu qu'on pouvait aussi improviser sans avoir directement. Sans avoir ça. Donc c'est une façon de travailler qui m'a beaucoup plu. Après, il y a des scènes qui ne permettent pas du tout l'improvisation parce qu'elles nécessitent de la machinerie, notamment. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se pense longtemps en amont, et évidemment, qui, sur certaines, notamment les scènes d'action, en fait, c'est pas quelque chose qui peut s'improviser le jour du tournage. Non, mais sur la plupart d'entre elles, je sais plus quelle est la méthode. Et du coup, si tu pars sur un nouveau film aujourd'hui, quelle méthode tu privilégierais?
Si tu as le temps, j'imagine plutôt la première, mais... Je sais pas, c'est pas sûr. Je sais pas. J'avoue que j'aimerais beaucoup repartir avec Jeanne Lapoirie. Et donc, il est à craindre que la méthode du Mohican soit renouvelée si elle accepte de repartir avec moi. Jeanne, si tu nous écoutes, l'appel est lancé. Alors, question très pratique, je dirais même pragmatique, Frédéric. Est-ce que tu te prépares physiquement avant un tournage? Parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais réalisateur, on l'a deviné un petit peu dans ce que tu disais, mais c'est quand même un métier qui nécessite, enfin qui génère plutôt une très grande fatigue physique, mais aussi mentale, notamment pendant le tournage. Est-ce que du coup, tu as des moyens de te préparer à ça avant de partir en tournage? J'ai l'impression que la fin de financement est toujours tellement compliquée qu'on arrive déjà épuisé au tournage. Et donc j'essaie de faire du sport en fait. J'essaie de faire du sport pour au moins être en forme physique. Je dors mal de manière générale, donc c'est pas là-dedans, c'est pas dans le sommeil que je peux trouver le repos, mais je peux trouver une forme de paix et de tonicité dans le sport. Donc j'essaie d'en faire régulièrement, sachant qu'après une fois qu'on est en tournage, c'est plus possible en termes de temps. En tout cas, moi je trouve plus le temps. Mais c'est le tournage, ton sport, en fait. Après. Et on parlait de sommeil, mais comment est-ce que tu dors la veille de ton tournage? Mal, très mal. La veille du premier jour, en tout cas, très mal. Après, on rentre dans un cycle et... en tout cas, je le retrouve, le sommeil. À part si une journée a été particulièrement difficile ou la veille d'une journée particulièrement compliquée en perspective, des fois, il arrive d'avoir plus de mal à dormir, mais sinon, après, quand on est dans le rythme du tournage, moi, je dors. Est-ce que tu as des rituels ou des superstitions particulières avant ou pendant un tournage? Non, rien de particulier. Alors, question pragmatique, de nouveau. Qu'est-ce que tu amènes avec toi sur le plateau? Est-ce que tu es plutôt, je pars en trek dans les Pyrénées, je prends un sac à dos de 15 à 20 kilos avec tout ce qu'il me faut dedans au cas où? Ou est-ce que tu arrives plutôt, style les mains dans les poches, il y a une table régie, il y a la production, ça va bien se passer? Ah oui, moi j'amène pas de nourriture ni de boisson, ça c'est sûr. Effectivement, il y a une table régie. Donc non, pas de réserve de ce type-là. Non, j'amène pas grand-chose en fait. Moi, j'ai des lunettes, donc quand je suis en extérieur, j'ai des lunettes de soleil et des lunettes de vue. En fait, il faut que j'alterne entre les deux. Voilà, mais c'est des détails comme ça. Une casquette s'il y a du soleil, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et de quoi me changer s'il y a des intempéries. Ton scénario, peut-être aussi, ou pas? Non, Non, j'amène pas le scénario. Généralement, on me remet en début de journée les scènes, le jour à jour. Et donc, non, je me trimballe assez peu avec le scénario. À moins qu'il y ait un document à un endroit qui ait des indications particulières. Parfois, un carnet dans lequel j'ai des notes. Et justement, dans lequel on évoquait la façon que j'avais eu de travailler sur le Mohican. Effectivement, il y avait... Le sens de chaque scène était quand même évoqué de manière très détaillée. Et c'est quelque chose dont je parlais en début de journée avec la script et avec la chef opératrice. Bon, voilà, des fois, j'avais besoin de reprendre des notes en fait, pour être précis dans mes indications. Mais tu n'annotes pas ton scénario, du coup, pas directement? Non, assez rarement en fait. Assez rarement. Enfin, en tout cas, pas en période de tournage. En période de prépa, oui, énormément. On fait des lectures, notamment, avec tous les chefs de poste. Et donc, c'est un moment où je note énormément le scénario. Mais après, la prépa est quand même s'étale sur un certain nombre de semaines. Il y a plein de choses qui sont suffisamment intégrées précisément pour que je n'ai pas besoin de relire des annotations sur le scénario, en fait. Est-ce que tu préfères le premier ou le dernier jour de tournage? Le premier jour, tout est ouvert. C'est très excitant. Alors, ce qui est très dur, c'est avant le premier jour et avant la première scène, parce que, comme tu le disais plus tôt, cinéaste, c'est un métier qu'on exerce très peu, en fait. Et donc, on se demande toujours si on va réussir à mettre en scène, à diriger des comédiens, à embarquer avec soi une équipe. Donc, c'est un moment qui est très compliqué le premier jour. Tous les regards sont tournés vers toi et attendent de voir ce qui va se passer. Mais après, au-delà du premier moteur, on va dire, il y a quelque chose de très joyeux, effectivement, dans le champ des perspectives qui s'ouvrent. Et le dernier jour, on va dire que c'est un mélange de soulagement, parce que généralement, on est complètement épuisé, mais aussi... de tristesse, parce qu'il y a une famille, la famille du tournage qui s'est formée et dont on sait parfaitement qu'on va devoir la quitter. Ouais, c'est toujours une sorte de deuil, la fin d'un tournage. Un petit adieu, ouais. On ne sait pas exactement quand on va se retrouver, ni si on va se retrouver d'ailleurs. C'est toujours compliqué. Est-ce que tu préfères que ton plateau soit calme et silencieux ou effervescent et joyeux? Oh, j'aime bien quand c'est effervescent et joyeux. Plus agréable. Oui, c'est plus agréable dès lors que cette joie et que cette effervescence est concentrée, en fait. Si tout le monde est dans le film, en fait, ouais, c'est quand même plus marrant comme ça. Et comment est-ce que tu décides de l'endroit où placer la caméra? Parce que tu nous parlais très justement tout à l'heure du fait que le cadre a un sens.
Qu'est-ce qui définit, toi, l'endroit où tu vas placer ta caméra et la bouger éventuellement? Mais précisément ça, le sens en fait. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Donc, quelle est la valeur de cadre pour le raconter? Quel est le mouvement nécessaire pour raconter ça? Quel est le mouvement à l'intérieur du cadre? Quel est le mouvement de la caméra? En fait, tout ça, ça doit porter un sens. Et après, il y a quelque chose d'inconscient, je pense, qui peut être attrait avec le style qu'on évoquait tout à l'heure, et qui fait que certaines choses, je les désire sans vraiment savoir pourquoi je les désire, en fait. Et donc, ça va au-delà du sens, en fait. Il y a notamment une dimension atmosphérique que j'essaie de donner à mes films. Et pour ça, j'ai l'impression que ça fait plus appel à de l'intuition qu'à de la réflexion. Est-ce qu'il y a des focales particulières avec lesquelles tu aimes travailler? Non, je suis absolument incapable de donner un numéro de focale. Et donc, je regarde un cadre, ça me plaît ou ça me plaît pas, en fait. Plus grand, plus large, plus serré. Je suis incapable de dire, si. Je suis incapable de répondre à ça. Très instinctif, du coup. Oui, vraiment. C'est intéressant parce que comme tu parles beaucoup de la notion de point de vue, je me disais que c'était lié, mais c'est finalement plus un rapport direct à l'image que tu as, en fait. Oui. Est-ce que tu as un format de cadre préféré, justement, par rapport à ça? Non. J'ai pas de format de cadre préféré. En fait, j'ai tourné mes 4 coups et mon premier long en 1,85 et le Mohican, on l'a fait en 2,35 pour diverses raisons. Mais à chaque fois, en fait, là aussi, il faut que ce soit porteur de sens, en fait, pour moi. Donc, soit j'ai quelque chose de particulier à évoquer, et donc, pour sortir du 1,85, on va dire, qui est le format de base, soit il faut que j'ai quelque chose de particulier à évoquer. Donc, peut-être qu'un jour, je ferai un film avec un format plus carré, mais il faudrait que je sache pourquoi, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer, de cacher? Et de la même manière, j'ai fait un film en 2,35 avec le Mohican pour des raisons très particulières. D'une part, le Mohican est un western, et donc il y avait une sorte d'hommage ou de référence au western classique d'après-guerre. Mais il y avait aussi le désir d'évoquer des choses bien particulières avec ce 2,35, à savoir que le film commence sur le littoral, qui est l'endroit où vit le protagoniste principal, et que sur le littoral, en fait, qui est une région de plaine où il y a la mer, en fait, le 2,35 permet d'embrasser beaucoup, beaucoup plus de matière et de territoire, sans limite. Et que dès lors que mon personnage est contraint de fuir le littoral et qu'il va vers l'intérieur des terres, sachant qu'en Corse, l'intérieur est très montagneux, ça m'intéressait énormément que l'horizon soit bouché, d'autant plus que le cadre est rectangulaire, en fait. Et j'avais vraiment besoin d'avoir cette sensation, en fait, d'horizon qui se bouche pour ce personnage dont les perspectives se réduisent et s'amenuisent à mesure que le film avance. Donc il y avait vraiment des raisons très concrètes et très pensées qu'on a évoquées avec la chef opératrice pour adopter ce cadre-là. Qui était en fait l'envie d'un enfermement à ciel ouvert, quelque part. Il y a de ça, oui. Alors, je vais te donner une citation, malheureusement, je n'en ai pas l'auteur, mais qui est « Il faut laisser la porte du plateau ouverte, car on ne sait jamais ce qui va y entrer. » En ce sens, quelle est la part d'improvisation qu'il y a sur ton plateau? Est-ce qu'au contraire, tu es très très préparé, ou est-ce que tu as une place suffisamment grande pour la liberté et la surprise? Il y a d'autant plus de place pour la liberté et la surprise que je suis préparé, en fait. Enfin, on en parlait, du désir d'avoir en moi, en fait, le sens des scènes qui vont être tournées. Mais une fois que ça, c'est, précisément intégré, en fait, j'ai l'impression qu'on est susceptible d'être capable de voir ce qui, dans l'inconnu, dans l'imprévu, nourrit le sens ou va à l'encontre du sens, en fait. Donc moi, je suis très très pour le fait que tout ne soit pas cadenassé et pour laisser de la place à beaucoup d'imprévus. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix quand on tourne en extérieur en plus. Oui, entre la météo et le reste. Est-ce que tu as tendance à te couvrir durant le tournage ou pas? Ou c'est quelque chose où tu es sûr de toi et tu te dis ça sera cet angle, ce cadre? Mais moi, j'adorerais pour me couvrir, mais je n'ai pas encore eu les possibilités en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un premier long métrage avec 900 000 €, un deuxième long avec 1 800 000 alors que le budget initial était prévu autour de 3. Donc, chaque fois, je me retrouve dans des situations où je sais que j'ai peu de prise et peu de possibilités à m'attarder sur une scène, en fait, comme je le souhaiterais, parce qu'il faut rapidement passer à la suivante. Donc, j'imagine que ça va être super de pouvoir se couvrir. Mais je n'ai pas encore eu ce loisir, en fait, de
Donc ça oblige aussi, dans une certaine mesure, ça oblige aussi à être précis sur le sens, encore une fois. Mais du coup, tu as eu très peu de jours de tournage sur chaque film. J'ai eu 6 semaines les 2 fois, en fait. Donc D'accord. quand même, c'est pas rien, mais c'est pas beaucoup. Oui, non, effectivement, vu l'ambition des films, c'est pas grand-chose. Alors, on va parler un peu de casting, Frédéric. Est-ce que tu t'impliques beaucoup dans le casting ou est-ce que tu fais appel à des intermédiaires, des directeurs de casting ou... Alors, je vois pas comment on peut faire un film sans être impliqué dans le casting, quand on est cinéaste. On est forcément impliqué à 100% dans le casting. Après, il y a une première partie de recherche, en fait, qui est faite par des... Jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des directrices de casting. Et puis ensuite, il y a un travail... en commun à partir de ces premiers essais pour rechercher quels seront les bons rôles. En fait. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que l'on sait qu'on a choisi le bon acteur ? Je crois que ça, c'est de l'ordre de l'intuition, parce qu'on peut raisonner tant qu'on veut, on peut essayer de dire tiens, il y a plus ça, il y a moins ça chez un tel ou chez une telle. Je crois qu'à un moment, on le sent. Alors après, c'est beaucoup de discussions avec la directrice de casting, avec mes productrices, qui sont très, très... passionnés par cette étape-là et qui sont très présentes à ce moment-là. Des endroits de discussion intense, mais je crois qu'au fond, en fait, ça doit être de l'ordre de l'évidence, j'ai l'impression. En fait, à un moment, ça colle, quoi. Ça colle, l'incarnation colle avec ce qu'on veut raconter, même si c'est contre-intuitif. C'est-à-dire, l'évidence, c'est sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, c'est-à-dire sur le moment qu'on passe avec la personne, sur ce que ça donne aussi derrière l'écran, parce que la caméra apporte quelque chose, il est difficile de définir. Et parfois, ça va à l'encontre des intuitions qu'on pouvait avoir en amont, en fait. Mais ça reste très de l'ordre du ressenti, j'ai l'impression, plus que du raisonné. Tu parlais justement du rapport à la caméra. Donc, tu te laisses un temps de réflexion après avoir vu les acteurs, tu revois les essais, Ah oui. Oui, non, c'est impossible de dire en sortant de livrer une telle affirmation, de c'est bon ou c'est pas bon en sortant d'essais, quoi. C'est à chaud comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas moi. Et surtout, tes productrices voudraient en discuter avec toi. Absolument. Alors, parlons un peu de la manière dont tu diriges les acteurs. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais peur à tes débuts ? Oui, j'étais terrorisé à cette idée-là. C'est drôle parce que j'avais lu, juste avant mon premier court-métrage, j'avais lu un livre d'une directrice de casting, ou réalisatrice aussi, je crois. Mais j'arrive plus à me souvenir de son nom. Et en fait, elle commençait son ouvrage avec les 10 choses à ne pas faire. Et je crois que sur les 10, j'avais prévu d'en faire 8. En fait, c'était terrible. Donc oui, non, j'étais terrorisé. Et puis après, au fil des tournages, des rencontres, il y a une forme de confiance qui arrive. Mais je crois qu'il faut toujours être humble par rapport à ça. Et puis surtout, faut prendre le mot « diriger » avec beaucoup de pincettes, en fait. Enfin, en tout cas, c'est un mot qui ne me plaît pas du tout. J'ai pas l'impression de diriger des comédiens. J'ai l'impression qu'il y a une collaboration, un échange d'intuition, d'intelligence, de partage, de rapport au texte qui évidemment est le mien. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut essayer de trouver comment se noue la relation avec une comédienne ou un comédien et de trouver les mots qui vont l'amener à la juste incarnation, en fait. La juste interprétation. Tu dirais que c'est établir un rapport de confiance avec eux, justement. Alors, il y a un rapport de confiance. Il y a un rapport de confiance, oui, plus un rapport de confiance qu'un rapport de force, d'ailleurs. Il y avait quelque chose que je n'avais pas capté non plus à la veille de mon premier court-métrage, c'était le niveau d'abandon que ça nécessite quand on est comédien, en fait. Accorder sa confiance quand vous êtes comédien, c'est votre image qui va être là, c'est vous qui êtes là. Donc, je pense qu'il y a un niveau de confiance et d'abandon qui est inouï. Il faut être digne de cette confiance-là, en fait. Je trouve ça légitime de donner des gages aux comédiennes et aux comédiens avec qui on entre en contact, en fait. Il faut en permanence leur montrer qu'on est a priori digne de la confiance et de l'abandon qu'ils concèdent. Et comment ça se passe ? Est-ce que tu passes du temps avec eux avant ou... Oui, en tout cas avec les comédiens principaux. Après, c'est compliqué des fois avec des comédiens qui viennent passer un jour sur un plateau. C'est difficile d'y passer plus de temps que ça. Mais en tout cas, avec les comédiens principaux, oui, c'est du temps où il faut faire connaissance déjà humainement, où il faut parler énormément de ce qu'est le personnage, accepter de ne pas avoir les réponses à tout, de parfois réfléchir avec. Ça aussi, c'est un des défauts que je pouvais avoir au tout début. C'était la sensation que je devais avoir réponse à tout, aussi bien par rapport aux questions des comédiens et comédiennes que des techniciennes et des techniciens. Et puis, je commence à relativiser ça sérieusement et je commence à pouvoir dire, tiens, ça je sais pas, c'est une bonne question, on va y réfléchir ensemble. Et ça, je trouve ça très joyeux, de créer ensemble, de fabriquer ensemble. Et si des fois ça se passe mal, comment est-ce qu'on gère ?
Mais, On gère pas. Ouais, non, mais il n'y a pas de règle pour ça, en fait. Déjà, ça se passe jamais mal de la même façon. Donc, il n'y a pas de méthode pour dire si ça se passe mal, ça se passe comme ça, quoi. Un tournage, c'est une succession, une journée de tournage, c'est une succession d'impondérables et d'imprévus. Donc, on réagit à tout comme on peut. Je ne sais pas s'il y a une méthode pour ça. Si ce n'est peut-être la bienveillance, en fait, et la responsabilité, en fait. C'est-à-dire que quand on est cinéaste, on est là où le responsable de son film. Faut jamais l'oublier, en fait. C'est vraiment le poste où on peut déléguer tout ce qu'on veut. À l'arrivée, on est responsable de tout. On peut pas dire tiens, le repas était mauvais, c'est pas ma faute, en fait. Non, parce que si le repas était mauvais et qu'il reste sur l'estomac des comédiens et que la performance est moins bonne, la concentration est moins bonne, le désir est moins fort, ça vous retombe dessus en tant que cinéaste, parce que à l'arrivée, c'est vous qui signez ce film. Donc, je pense qu'on est responsable de tout. En fait. Donc, il faut avoir quand même cette conscience de responsabilité en permanence, je crois. Et ça pousse à redoubler de bienveillance et d'intelligence vis-à-vis des gens qui consacrent du temps au film. Alors, tu as aussi travaillé avec des personnes qui ne sont pas des acteurs professionnels. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail? Comment est-ce que tu l'abordes avec eux? Là non plus, il n'y a pas de règle, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs cas de figure, en fait. Il y avait des non-professionnels que j'ai mis en scène pour ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des gens qui sont des personnages dans la vie, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de les mettre en scène dans un film. Et donc, ceux-là, en fait, qui n'avaient pas de technique de comédien, en fait, il s'agissait vraiment d'essayer de reproduire des scènes du quotidien pour qu'ils soient à l'aise et filmer sur un mode quasiment documentaire avec une équipe et une caméra qui se font oublier le plus possible. Et puis, il y a d'autres non professionnels que j'ai dû traiter comme des professionnels parce qu'il y avait une composition, en fait, à leur demander. Et là, c'était un vrai travail que j'aurais pu faire avec n'importe quel comédien, en fait. C'est-à-dire essayer de trouver les bons mots pour aider là où le comédien, la comédienne, a accédé à l'émotion que nécessite la scène, en fait. Donc, c'est plus compliqué, effectivement, parce que les comédiens professionnels ont une technique, en fait, qui s'est forgée au fil des années, et donc ils arrivent plus facilement, plus rapidement à cet état-là. Et effectivement, avec des non-professionnels, il faut apprendre sur le tas et en vitesse, qui n'est pas intégré techniquement, quoi. Et tu fais ça sous forme d'atelier avec eux ou c'est plus Oui, quand c'est possible, oui. Répétition, atelier, ça c'est question de temps aussi, mais oui, je trouve ça passionnant. Il y a beaucoup de choses qui s'inventent, qui s'écrivent aussi dans ces ateliers-là, à la fois en termes de la nature des mots qui sont prononcés, mais qui me font aussi beaucoup penser au découpage, à la façon d'aller chercher telle ou telle situation, telle ou telle émotion. Les répétitions, c'est précieux, c'est précieux et c'est joyeux. C'est ce dont j'allais te parler, si tu faisais des lectures ou des répétitions avant le tournage. Les deux. Les deux, il y a des lectures. Ça c'est vraiment pour chacun. Enfin, il y a des lectures avec les techniciennes, techniciens, donc ça c'est vraiment pour détecter les rôles des uns et des autres et lever certains loups, il y en a toujours. Mais c'est bien, c'est passionnant aussi parce que ça permet aussi d'attribuer, ça responsabilise tout le monde d'un coup, en fait. Chacun pose ses questions par rapport à ce qui va arriver et les responsabilités sont attribuées de manière, dans un contexte collectif, en fait. Tout le monde entend ce qui revient à tout le monde, en fait. Ça, c'est assez passionnant comme moment. C'est un moment de la préparation que j'adore. Et avec les comédiens, effectivement, il y a à la fois des lectures et puis, sur certaines scènes, des répétitions, parce que j'estime que c'est assez complexe pour les trouver, en fait. En particulier les scènes collectives ou les scènes où il y a des enjeux particuliers, en fait, qui sont répétés. Et d'autres, au contraire, où j'ai la sensation qu'il faut garder une sorte de fraîcheur, de spontanéité, de ne surtout pas griller certaines émotions que j'évite vraiment de répéter. Alors là, on parle en amont du tournage, mais est-ce que tu fais des répétitions sur le plateau avant les prises ou pas? Plus des mises en place, en fait. Plus des mises en place que des répétitions. Non. Non, en tout cas, sur mes plateaux, il y a un tel niveau d'urgence, un tel manque de temps que je ne peux pas me permettre. Oui, tu n'as pas vraiment le temps. Ouais. Et est-ce que ça revient un peu sur cette question de l'urgence et du nombre de temps, mais j'allais te dire, est-ce que tu fais beaucoup de prises ou pas? Mais non. J'imagine que tu n'as pas vraiment le luxe de pouvoir le faire. Hélas, voilà, oui.
Alors par contre, dans le travail avec les comédiens, est-ce que tu restes derrière le moniteur ou est-ce que tu préfères être proche d'eux? Ça dépend. Ça dépend vraiment des moments. En fait, alors maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des moniteurs portables en fait, qui permettent à la fois d'être proche des comédiens et de regarder, de pouvoir regarder un cadre et de pouvoir aussi, en ayant un casque sur les oreilles et en voyant un moniteur, de voir la scène filmée parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on voit et ce qui est à l'écran en fait. Donc voilà, je suis généralement derrière un moniteur, mais souvent un moniteur portable qui me permet d'être proche des comédiens. Et dans certaines situations, effectivement, particulièrement sensibles, soit parce qu'on n'arrive pas à trouver la scène, soit parce que un comédien est en difficulté, en fait, là, j'abandonne tout support pour me concentrer sur l'humain, en considérant que de toute façon, je suis accompagné d'une équipe qui est capable aussi de prendre ça en charge, d'avoir un avis sur ce qui se passe. Tu évoquais tes productrices tout à l'heure, et j'aimerais savoir comment se passe le travail avec elles. Mes productrices, mais les producteurs dans le cinéma d'auteur en général, ce sont les partenaires avec lesquels on est du début jusqu'à la fin, en fait. C'est-à-dire que les comédiens, les techniciens font un passage, sur le projet, en fait, que ce soit sur le plateau ou en post-production, mais les seules personnes avec lesquelles on est là du début à la fin, en fait, ce sont les productrices, les producteurs. C'est une relation très, très importante, une relation de création, parce que il y a un avis qui est précieux à mes yeux sur toutes les étapes d'écriture, sur certaines étapes de casting parfois. Sur le plateau, non, pas vraiment. Il y a d'autres collaborateurs qui sont plus précis, plus à même de collaborer. Mais après, les productrices reviennent beaucoup au montage, en fait, pour visionner les différentes étapes, les différentes versions de films, en fait. Voilà, donc c'est une collaboration artistique. Et de la même manière qu'elles donnent leur avis sur les aspects artistiques, je suis aussi, contraint de vivre la vie du financement du film. Oui, forcément. Dans la mesure où je suis obligé de m'adapter à ça. Donc faire évoluer l'écriture en fonction des différents retours, des différentes contraintes. Voilà, donc non, c'est une collaboration de tous les instants et un rapport de confiance qui est absolument précieux et nécessaire. Est-ce qu'il t'est arrivé qu'on te dise non sur le tournage, que ce soit d'un membre de l'équipe ou d'un acteur? Et comment est-ce qu'on arrive à gérer cela, sachant qu'on est déjà tiraillé entre la frustration du temps, comme tu le disais, et des moyens financiers souvent, enfin ce qui est lié, mais... Oui, c'est arrivé, alors pas des comédiens, jamais, mais il est arrivé effectivement qu'il y ait des noms de techniciens en fonction de... Il y a deux dimensions sur lesquelles on a pu me dire non, certaines dimensions de sécurité, et là c'est incontestable en fait, effectivement, il y a des référents sur un plateau qui estiment que certains plans peuvent mettre en danger une partie de l'équipe. Et donc, à partir du moment où c'est prononcé, il n'y a absolument pas à y revenir pour moi. Et puis, une autre partie qui est les moments où on dépasse le temps de tournage, en fait, et qui font l'objet toujours d'une négociation avec une partie de l'équipe ou toute l'équipe, en fait, savoir, on a besoin de plus de temps pour finir la journée. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Et il est arrivé qu'on me dise non, notamment sur... c'est pas arrivé sur le Mohican. Enfin, oui, j'ai eu un nom de la directrice de production, j'en ai eu plusieurs. Mais ça, c'est une situation particulière. C'est son rôle. Voilà, ça, c'est son rôle. C'est une technicienne particulière. Mais sur le précédent film, sur La Nuit Venue, oui, c'est arrivé à une ou deux reprises, en fait, avec une équipe qui était particulièrement fatiguée, qui disait non, là, on arrête là, quoi. Voilà. C'est effectivement... particulièrement frustrant parce qu'on souvent quand il manque une scène au moment du tournage, on voit pas très bien comment on va pouvoir faire sans la scène en fait. Donc derrière c'est parfois une négociation avec les productrices pour trouver un moyen pour qu'il y ait un retake, pour que cette scène soit tournée malgré tout. Parfois c'est un deuil. Voilà, mais bon, voilà, ça aussi, il faut l'entendre, en fait. Quand il y a un non, c'est qu'il y a une raison pour qu'il y ait un non. Alors après, il y a des fois, il y a des problèmes humains sur un plateau aussi. Et puis, il faut savoir pourquoi il y a un non. Il faut savoir à quel point on peut le discuter ou pas, ce non. Bien sûr. Puis bon, j'imagine, sur La Nuit Venue, c'était du tournage de nuit, essentiellement. C'était difficile. Donc, à un moment, moi, j'ai tendance à essayer de me mettre à la place des gens et de me dire, en fait, bon, ok... c'est logique. Ouais, voilà. J'ai une question sur chacun de tes longs métrages, justement, par rapport à la mise en scène. Il y a beaucoup de scènes en voiture, et on sait que c'est pas forcément les plus simples à filmer, dans La Nuit Venue.
Comment est-ce que tu les as abordés ? De manière très différente, en fait, parce que La Nuit venue, c'était un tournage en voiture, quasiment. Donc, en fait, on avait pensé vraiment le dispositif en fonction de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un type de machinerie très particulier, dont on savait qu'on en aurait besoin chaque jour, quasiment. Et donc, c'était quelque chose qui était pensé de manière systématique, très en amont, en fait. Sur le Mohican, effectivement, il y a des scènes de circulation, mais c'était moins systématique. Donc, on y a réfléchi, on y a pensé, mais comme toute autre scène, en fait... nécessitant une forme de machinerie très, très spécifique. Hein. C'est pas du tout la même démarche dans les deux films, en fait. Voilà, sachant qu'effectivement, c'est particulièrement compliqué de tourner en voiture. Toujours des problèmes de communication avec le reste de l'équipe. Les transmissions ne sont jamais bonnes. La plupart du temps, je me suis retrouvé dans la voiture dans laquelle il y avait la caméra et dans laquelle il y avait le comédien ou la comédienne, en fait, dès que c'était possible, parce que sinon les transmissions, ça marche jamais, en fait. Ça marche... Ouais. C'est jamais suffisamment précis. Tu te caches derrière un siège ou dans le coffre, dans ce cas-là ? Ouais, derrière un siège. Voilà, et à chaque fois, je me jure que je ferai plus de scènes de voiture. Et puis là, je suis en train, en ce moment, d'écrire des scènes de voiture. Donc, c'est un truc Comme quoi, on ne se refait pas. Voilà, c'est ça. Et je voulais parler avec toi de la représentation de la violence, parce que ce que je trouve assez marquant dans tes deux films, je pense surtout au Mohican, c'est que souvent, la violence est sous-jacente. Et puis tout d'un coup, elle surgit, comme un coup d'éclat. Comment est-ce que tu abordes cette question de la violence à l'écran ? Alors déjà, avec un souci, là aussi une responsabilité, j'ai l'impression, de tâcher de ne jamais être complaisant vis-à-vis de la violence, en fait. De toujours essayer de faire en sorte que quand elle s'exerce, elle ne soit pas source d'identification et de plaisir pour le spectateur, en fait. C'est-à-dire qu'elle existe, elle fait partie elle fait partie du monde, elle fait partie des mondes que j'évoque dans mes films, en fait. Donc, je trouverais ça hypocrite de ne pas la montrer, mais j'essaie vraiment de faire en sorte effectivement de la montrer avec une forme de responsabilité, de toujours donc penser à ça, quoi, au point de vue que je défends, en fait, en montrant ces scènes de violence, en fait. Voilà. Donc, notamment dans le Mohican, en fait, c'était vraiment pensé dès le départ, en fait, le fait qu'elle devait apparaître d'abord hors champ, et puis dans des cadres de plus en plus serrés. Donc, elle apparaît une première fois... Enfin, elle a lu une première fois hors champ, puis une deuxième fois sur un plan large, et puis plus ça va, plus elle se resserre, jusqu'à finir en plan serré, en fait. Voilà, pour moi, c'était vraiment un moyen d'évoquer le fait que le protagoniste est contraint de rentrer dans cette violence, et il sombre, en fait, progressivement, de plus en plus profondément, en fait. Mais surtout, sur la première scène de violence, je voulais absolument pas la montrer, ni offrir au spectateur la possibilité d'avoir un sentiment de satisfaction lié à une vengeance, une revanche, en fait. J'essaie de vraiment être responsable par rapport à ça. Et ensuite, ce que tu évoquais de l'explosion de la violence, ça, c'est parce que je pense que la violence, c'est comme ça, en fait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça surgit. Ça surgit, en fait. Ça surgit. On est rarement préparé à ça, en fait, à part en temps de guerre. Très juste ce que tu dis sur ton personnage, parce que finalement, il cherche à fuir cette violence tout le long du film. Il y est malgré lui confronté. Complètement. En fait, et amené, d'ailleurs, par rebond. Je voulais savoir quelles avaient été pour toi, si tu t'en souviens, les images originelles de tes films. Quelle est la première image qui t'est venue pour chacun d'entre eux ? Là, c'est compliqué, ça. Hein. Alors, moi, j'essaie de me projeter quand j'écris, en fait, énormément dans... J'essaie, en fait, d'avoir une écriture qui met en scène, déjà. Donc, qui décrit le plus possible les lieux, qui décrit le plus possible les attitudes des protagonistes, en fait. Mais après, c'est très compliqué de se projeter dans un décor, notamment au moment de l'écriture, parce que ce sont souvent des décors qu'on découvre pendant la préparation, pendant les repérages. Donc c'est très compliqué d'avoir des images originelles. Bon, alors pour le plus récent, le Mohican, les images originelles, effectivement, elles sont assez précises et assez claires. J'ai fait un documentaire en 2017 sur un berger de littoral de l'extrême sud de la Corse, qui a été la source d'inspiration du film, et donc effectivement, les images originelles, c'est ce décor-là sur lequel j'ai pu tourner ma fiction, c'est ce personnage-là dans des situations. Donc là, c'est très clair et c'est très précis. Voilà. Et après, plus ça s'éloigne dans le temps et plus j'ai du mal à savoir quelles sont les images originelles des films que j'ai tournés. Par exemple, sur La Nuit venue, j'ai la sensation qu'il y a un mélange, déjà aujourd'hui, un mélange de réel, donc c'est-à-dire ce territoire qui est
la nuit parisienne. C'est pas que Paris, c'est Paris la nuit. Donc il y a une partie nourrie par ça, par ma connaissance de ce territoire, parce que j'y ai vécu. Et puis une autre partie est nourrie par certaines références filmiques sur la façon dont d'autres cinéastes avaient évoqué la nuit de leur territoire. Et notamment sur ce film-là, il y avait beaucoup de New York de Martin Scorsese et de l'Asie de certains cinéastes hongkongais notamment, quoi. Ça ne m'étonne pas. On reconnaît un petit peu cette ambiance, je trouve. Et pour le mieux, d'ailleurs. Merci. Et je voulais savoir, puisque tu l'évoques, tu as tourné du documentaire aussi. Quelle est la différence d'approche que tu as dans la mise en scène dans un format ou l'autre? J'entends entre le documentaire et la fiction. On s'adapte beaucoup plus à une situation en documentaire, en fait. S'imaginer que c'est juste du cinéma du réel et qu'on capte juste réel, ça c'est... Oui, j'ai eu l'occasion de le faire, mais ça, dans la fiction aussi, hein, ça peut arriver. Mais bon, il y a quand même une grande part de mise en scène, une grande part de préparation, une grande part de choix de l'endroit où on va être, de ce qu'on va filmer, des circonstances qu'on va prévoir. Mais il y a forcément beaucoup plus d'impondérables et beaucoup moins de moyens aussi dans la façon dont on tourne, qui font que le rapport à la mise en scène est à la fois j'aurais du mal à le qualifier parce que comme ça, j'aurais tendance à dire que le rapport à la mise en scène est moins précis et plus libre côté documentaire, en fait, notamment parce qu'effectivement, on est là pour capter un réel et puis aussi parce qu'on a quelque chose de beaucoup moins lourd, en fait. C'est-à-dire, généralement, moi, j'ai fait des documentaires où généralement, on était 3 ou 4. Donc, évidemment, ce n'est pas une équipe de 20-25 personnes qu'il faut mobiliser et il y a un rapport au temps qui est différent aussi dans la mesure où chaque minute coûte beaucoup moins cher en documentaire, enfin en tout cas dans les documentaires que j'ai tournés, qu'en fiction, quoi, voilà. Mais j'aurais du mal à les qualifier de manière plus précise que ça, quoi. Qu'est-ce que t'ont apporté tes vies d'avant à ton exercice du métier de réalisateur? Parce que tu disais que tu avais fait des études d'économie, que tu avais travaillé dans ce domaine. Est-ce que justement, du côté financement de tes films, ça t'aide? Non, ou du moins gestion de budget? Non, vraiment pas. Non, je suis empressé d'oublier toute rationalité en matière de chiffres, en fait. Et donc, je sais pas compter, clairement. Ce que ça a pu m'apporter, j'ai eu la chance de faire des études d'économie dans une université de gauche. Je ne sais pas si ça existe encore, j'espère pour la jeunesse, où je me suis retrouvé avec des profs qui m'ont appris à penser, vraiment, littéralement. Vraiment, vraiment. Des gens qui ont forgé un esprit critique, qui m'ont forgé un rapport, une vision du monde très, très critique et qui se fondait sur de l'histoire, qui s'appuyait sur des penseurs très puissants. Et ça a forgé mon rapport au monde, vraiment. Et mon rapport, donc mon rapport politique au monde. De ces études-là et de ces professeurs-là, je tire une infinie reconnaissance. Voilà. Ensuite, mes années de travail, je ne sais pas si ça va apporter grand-chose. Non, je ne crois pas. Alors, on va parler un petit peu d'anecdotes de tournage. Est-ce que tu peux nous partager qui a été ton plus grand défi à ce jour en tant que réalisateur? Je suis incapable de répondre à ça. En fait, j'ai l'impression que chaque film est un défi inouï, dans la mesure où jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu les moyens qui étaient a priori prévus, ou nécessaires pour faire ce qui était prévu de faire. Donc, j'ai toujours l'impression d'être dans un miracle permanent, en fait, hein, dans un exploit quotidien permanent. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir eu des défis plus importants que d'autres. Voilà. Peut-être que ce soir, en rentrant, je regretterai en me disant « Tiens, j'ai oublié de parler de ça », mais là, il n'y a rien qui me vient. J'ai envie de filer sur cette chose-là, parce que tu parles de contraintes budgétaires et que tu n'as jamais eu vraiment les moyens de faire les choses telles que tu aurais aimé le faire. Mais du coup, ça force quand même à beaucoup de compromis. Ou d'imagination. Ouais, les deux. Il y a des choses qu'on sacrifie. Il faut savoir quoi sacrifier, en fait. Il faut savoir quel pan de l'histoire on va abandonner au scénario. Et puis, une fois que le scénario est arrivé à l'os, il faut tourner ce scénario-là. Et il faut savoir quoi privilégier. Il faut savoir s'arrêter dans une scène pour passer à la suivante aussi. Pour ça, il faut être accompagné aussi. J'ai eu la chance, notamment sur le Mohican, parce que c'est l'expérience la plus fraîche, d'avoir une première assistante extraordinaire, Céline Valdener. Tout à l'heure, je parlais aussi de de la monteuse de mes 2 longs métrages, Mathilde Van de Mortel. Je pense que c'est très important de citer des collaborations telles que celle-ci, parce que j'ai la sensation que j'aurais pas fait les films que j'ai faits sans elle. En l'occurrence, on cite 3 femmes avec Jeanne Lapoirie, plus mes 2 productrices. j'ai la chance d'être entouré d'un gros travail, notamment, donc je pense au travail que nous avons accompli avec Célie, sur la capacité de dire, ok, on a réduit le scénario au maximum, c'est toujours trop gros par rapport au temps dont on dispose. Comment on fait? En fait, comment on fait? Voilà, on va avoir tant de séquences à tourner tel jour, on va avoir tel déplacement. Ça veut dire que
ces séquences-là, il va falloir les rentrer de telle et telle manière, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qu'on sacrifie, en fait? Quels sont les endroits où on met les moyens? Ça aussi, c'est une discussion aussi d'intelligence avec les directeurs ou directrices de production. À quel endroit on met les moyens? À quel endroit on estime que il faut lâcher du budget? Et puis à quel endroit on accepte de faire des économies parce que finalement, c'est peut-être moins essentiel, en fait. Donc, c'est une question d'arbitrage. Voilà. Et d'expérience, peut-être aussi? Oui, alors ça, je ne peux pas te dire que j'ai une grande expérience. J'ai fait 4 courts-métrages et 2 longs-métrages. C'est pas non plus... Ah, mais quand même, je veux dire, le fait d'avoir déjà vécu sur le premier long-métrage déjà un si petit budget, et quand tu as été reconfronté à la même chose sur le Mohican, j'imagine que... Alors, c'est pas plus facile, hein, on va pas se mentir. Non, mais oui, on apprend, en tout cas, on apprend à s'entendre dire non pour tel ou tel besoin, effectivement. Et de faire sans, du coup. Quel a été ton plus beau souvenir de tournage? Oh là là, ça aussi, j'aurais tellement l'impression de trahir les autres moments que j'aurais dit. Oui, non, c'est ça que j'aurais. Mais voilà, il y a toujours des souvenirs très très émouvants qui sont généralement liés à des performances de comédiens. C'est assez extraordinaire de voir s'incarner des personnages qui étaient justement jusque-là exclusivement des êtres de papier. Et si tu as un moment drôle, insolite ou étrange à partager que tu aurais vécu sur un de tes plateaux? Donc tu as vu mon dernier court-métrage, Entre les lignes. C'était une sacrée expérience, en fait. C'était une sacrée expérience humaine. C'était une expérience humaine folle, en fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est la journée de 5 gamins roms dans les rues d'une ville, une journée qui est faite de vols de téléphones portables, parce que c'est leur moyen de gagner leur vie d'existence, en fait. C'est un film qui parle de ça, de cette enfance-là, en fait, contrainte de voler, en fait. C'est un film qui m'a été inspiré par... mon co-scénariste, ça nous avait été inspiré par des scènes auxquelles on avait assisté dans le métro, en fait, où on avait la sensation que souvent la défiance... Le regard qui était porté sur ces enfants, en fait, oubliait le fait que c'était des enfants et le fait qu'un enfant qui vole, en fait, est forcément une victime et pas un coupable. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, c'est un film qui a été très particulier à fabriquer, assez proche du documentaire dans la mesure où j'avais fait un casting au sein de communautés roms, roumaines et bulgares à Bordeaux et dans ses environs. Et où donc j'ai travaillé avec des enfants, en veillant bien à ce que ces enfants soient scolarisés. Je voulais que des enfants scolarisés parce que je ne voulais absolument pas profiter d'un quotidien de délinquance pour le remettre en scène. En fait, j'avais envie d'aller chercher des enfants qui soient issus de la juste communauté, mais qui interpréteraient un rôle de comédien, en fait. C'est-à-dire c'est des gamins qui seraient là comme des comédiens, payés comme des comédiens. Donc, je tenais absolument à ce que ce soit comme ça. Mais après, je me suis retrouvé confronté à cette enfance, une enfance en difficulté, parce que la plupart de ces enfants vivaient dans des squats ou sur des terrains ou dans des camps, en fait. Donc, confronté à une humanité en difficulté, à une vivacité à la fois intellectuelle et physique folle et immaîtrisable la plupart du temps. Quand on parle de pas diriger des comédiens, là, je peux dire que j'étais souvent... C'était l'inverse, c'était toi qui étais dirigé par eux. J'étais souvent dirigé par eux. Et donc, par rapport à la question que tu posais précédemment, c'était un sacré défi de les mettre en scène, parce qu'en plus, il s'agissait de les mettre en scène dans les rues, dans des tramways, où la plupart du temps, il y avait quelques figurants qui les entouraient, mais la plupart du temps, c'était des vrais gens. Donc, c'était sacré défi de mise en scène. Et donc, il y a eu à la fois, je crois que j'ai vécu à la fois peut-être ce qui était le plus dur à faire, c'est-à-dire mettre en scène des enfants dans des situations qui n'étaient pas totalement maîtrisées en termes de figuration et d'environnement. C'est peut-être ce qui a suscité les plus folles émotions, en fait, parce qu'il y a eu un rapport qui s'est noué avec ces gamins qui était fou de richesse, d'émotion, et c'était tellement difficile pour moi de leur dire au revoir. C'était quelque chose qui encore aujourd'hui me noue la gorge. Et en termes de situation cocasse et folle, là aussi je crois que j'ai été très servi, parce que on s'est retrouvé des fois avec des gens qui couraient après les gamins pour les arraisonner parce qu'ils pensaient qu'ils avaient assisté à une vraie scène de vol. Une fois qu'il y a un homme qui s'est mis à courser à l'un des gamins, qui l'a rattrapé de manière un petit peu musclée, on était obligés d'intervenir et de repousser cet homme. Le gamin était un petit peu secoué, donc c'était à la fois cocasse et brutal. C'est un tournage
c'était pas rien, quoi, d'avoir vécu ça. Effectivement, c'est une expérience assez inédite, quoi. Alors, on va passer à la post-production et parler un petit peu de ton rapport au montage. Est-ce que tu as en tête, dès le découpage, un montage ? Ou est-ce que, au contraire, tu te réserves le fait de redécouvrir les rushs en montage et de repartir dans une nouvelle écriture du film, comme tu l'évoquais ? Je sais qu'il y aura une réécriture sans pour autant être capable de me le dire en amont, en fait. C'est-à-dire que quand on pense le film dans la continuité écrite, en fait. On le tourne en pensant toujours cette continuité. Et les premiers jours de montage sont consacrés à reproduire cette continuité. Donc c'est très très difficile de se projeter dans autre chose. Mais le fait est que c'est toujours autre chose. Et est-ce que tu assistes au montage tous les jours ? Oui, aux grandes dames de la monteuse. C'est ce que me disent tous les cinéastes qui viennent ici. Enfin, ceux qui vont en tout cas tous les jours au montage. Oui, c'est difficile de lâcher prise. Hein. Alors, il y a des fois, elle y est parvenue, elle m'a foutu dehors. Pendant 2-3 jours, je rongeais mon frein chez moi. Mais... Pas facile. Non. Mais je suis comme toi, moi j'ai envie d'être là tout le temps. Parce que c'est aussi le signe qu'on aime ça. Enfin, oui. Qu'on aime le montage, c'est pas quelque chose qu'on ouais, c'est passionnant. Et est-ce que tu commences à monter durant le tournage ou est-ce que tu attends d'avoir fini ? Oui, ça commence à... Ouais. En tout cas, c'est ce qui s'est produit là, les 2 fois sur les longs métrages. Ça m'était pas arrivé en cours, mais dans le montage, oui. Ouais, c'est pas moi, du coup, c'est la monteuse. Oui. Mais du coup, tu communiques avec elle, ça te permet de savoir si tu as une matière qui manque à un endroit ou... Oui, une matière qui manque, oui, en tout cas, ça s'est produit les 2 fois, en fait. Une matière qui manque ou quelque chose, ou une scène qui n'est pas réussie, en fait, ou en tout cas, on n'a pas l'intensité qu'on souhaiterait avoir, en fait. C'est bien d'avoir un regard aiguisé et frais par rapport à ça. Alors, des fois, on peut y remédier en le refaisant. Des fois, on arrive au montage avec cette conscience-là. Oui, et là, on cherche des solutions ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, je vais encore te citer une citation, c'est ce qu'elle veut dire. « On ne finit jamais un film, on l'abandonne. » Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, abandonner, c'est un peu violent, mais en tout cas, on estime qu'il est temps d'arrêter, quoi, de s'acharner. Justement, quand est-ce qu'on le sait, ça ? Selon toi, qu'il est temps d'arrêter de s'acharner ? Alors, soit parce qu'il y a quelque chose qui commence dont on sent qu'il y a une unité, en fait, qu'il y a quelque chose, il y a un objet qui existe, en fait. Ça passe beaucoup par les regards extérieurs aussi, des gens à qui on montre le film. Mais c'est une sensation aussi qu'on peut partager, que je partage avec la monteuse. Et puis aussi quand on a épuisé les solutions, hein. Quand on a fait le tour de la question, quand on se dit, bon, ok, il y a tel ou tel endroit qui peut être fragile, en fait, mais bon, comment faire autrement, quoi. Ouais, on finit par tourner en rond un peu. Oui, et puis il faut accepter, faut accepter les fragilités, hein, je pense. Faut accepter, ça fait partie d'une œuvre, ces fragilités. Et ça fait partie de la beauté d'une œuvre aussi. D'ailleurs. Alors, on évoquait un peu par ton amour du mixage, mais quel est ton rapport au son et à la musique dans le film ? Le rapport au son, il est très très important. J'ai envie de raconter beaucoup de choses à travers les sons, et c'est quelque chose que je fais... dès l'écriture, en fait. Le rapport au son est présent. Après, c'est des expériences qui sont singulières à chaque film, en fait. Les 2 films qui sont les plus frais, en fait, en matière de fabrication, c'est évidemment les 2 longs métrages. Et il y avait un rapport au son qui était très spécifique à chacun, en fait. Il y avait un enjeu sonore sur La Nuit venue qui était de faire en sorte que l'habitacle du véhicule soit ressenti comme un cocon protecteur, en fait. Que ce soit le lieu qui, à la fois, isole le personnage de la violence potentielle et réelle de la nuit parisienne, surtout compte tenu de sa situation. Lui, c'est un immigré sans papier. Et que cet habitat crée aussi les conditions propices à la rencontre avec la jeune femme avec qui va se nouer une histoire d'amour et qui rentre un jour dans son véhicule. Donc, il y avait un travail autour de cet habitacle, autour du moindre son de cet habitacle, de la façon dont les portières allaient claquer, qui était très pensé en amont avec l'ingénieur du son et qui a été énormément travaillé ensuite en mixage, en fait, pour sortir du réalisme, en fait, et entrer dans le cinéma, en fait. Pour moi, il était pas question de travailler une matière réaliste, mais plutôt de travailler une matière impressionniste, à la fois dans effectivement les sons de cet habitacle, dans l'isolement et dans ce qu'on pouvait percevoir de l'extérieur, par bribes, par touches. Donc c'était un travail qui était passionnant à faire. Et il était tout autre pour le Mohican. Ce qui m'intéressait énormément dans le Mohican, c'était le mélange, là aussi, naturalisme et fabrication. C'est-à-dire que
à la fois, j'avais envie d'évoquer le territoire à travers les sons du territoire. Et donc, ça passait à la fois par l'atmosphère, parce que la Corse, encore une fois, c'est mon territoire, et ce territoire, je le ressens à tous les niveaux, au niveau de ma peau, de mon ouïe, de toutes mes sensations. Et donc, j'éprouvais vraiment le besoin de l'évoquer, de le retranscrire. Et donc, il y avait à la fois une dimension naturaliste et réelle, effectivement, percevoir le bruit des insectes, l'atmosphère de telle ou telle zone de la Corse, que ce soit sur la presqu'île où se passe l'élevage, que ce soit sur la plage, que ce soit sur une route avec des embouteillages, que ce soit ensuite, quand on va plus vers la montagne, l'atmosphère, le bruit d'un village de montagne, ou que ce soit ensuite sur des endroits notamment de poursuite, le rapport à la matière, à quel endroit il pose son pied en fait. J'avais vraiment envie de travailler ça énormément, et il y avait quelque chose de plus fabriqué et de certainement moins naturaliste, mais qui me permettait moi de travailler le rapport à l'incarnation et le rapport à ce personnage, qui est un personnage de peu de mots. Donc, j'avais avec moi une caméra pour filmer ses gestes, pour filmer ses attitudes, pour filmer ses expressions, et de la prise de son pour aller chercher des sensations, en fait. Je pense notamment à son souffle, en fait. J'avais vraiment envie d'aller chercher son souffle à différents moments et de l'entendre alors qu'on n'est pas censé l'entendre, ce souffle à certains endroits, en fait. Donc voilà, c'était deux matières sonores très, très différentes, les deux films, que je trouve passionnantes. Et à chaque fois, les collaborations avec les ingénieurs du son et le mixeur, qui était le même sur les deux films, qui fait un travail passionnant, Julien Pérez, c'était des moments de joie pour moi. Et qui contribuent tous les deux, je rebondis sur ce que tu dis, à l'atmosphère si particulière de tes deux films aussi. Hein. Merci de le remarquer. Je t'en prie. Et le rapport à la musique aussi, c'est très singulier. Moi, la musique est très importante. Pour moi, elle doit être pensée. C'est-à-dire que, comme je parlais tout à l'heure de sens au niveau d'un découpage, mais la musique, c'est pas quelque chose qu'on plaque à un moment parce qu'on estime que ça manque de musique. La musique est une couche narrative, pour moi, qui intervient ou qui n'intervient pas en fonction de ce que doit évoquer une scène. Donc, c'est quelque chose qui se pense énormément. C'est très difficile, je trouve, d'élaborer la musique d'un film, de collaborer avec une compositrice, un compositeur, d'essayer de pouvoir trouver les mots pour aller dans telle ou telle direction. Voilà, j'ai la chance d'avoir fait mes 2 longs métrages avec Rhône, qui est un mélodiste extraordinaire et un humain non moins extraordinaire. Il y avait quelque chose de complètement naturel sur La Nuit Venue, dans la mesure où ça mettait en scène un ancien DJ et compositeur de musique électronique, donc il y avait quelque chose de complètement organique. La musique était vraiment un 3e personnage du film, donc du coup, il y avait quelque chose de très organique. La musique était à 90% diégétique. Elle faisait partie du film, en fait. Elle était un des personnages du film. C'était plus complexe sur le Mohican, dans la mesure où il s'agissait d'avoir une musique beaucoup plus organique, moins électronique, où il s'agissait de jouer avec le genre, en le contrariant parfois, que ce soit une musique qui évoque le territoire dans une forme d'âpreté, de minimalisme, sans s'interdire le lyrisme à certains moments. C'était quelque chose d'assez complexe et qui a été une source comment dire, c'était un travail ardu, aussi bien pour Rhône que pour moi. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, Frédéric. J'ai pour coutume de demander à l'invité de nous recommander un film, un livre et une bande originale. Alors, on va commencer dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous recommander un film ou une série ? Je suis désolé, mais vu que je suis en train de revoir les films d'Antonioni, Ah, mais c'est parfait. Ouais, non, mais... Ça sera cohérent. Ouais, il faut voir et revoir. En tout cas, moi, je trouve que c'est extraordinaire, en fait, de voir la liberté et l'inventivité d'un cinéaste qui faisait du cinéma il y a 60 ans, comme je le disais. Et dans chacun de ses films, j'ai l'impression qu'il y a un niveau de créativité formelle et où vraiment la forme est le fond, en fait, vraiment, qui est inouï. Donc, tout Antonioni. Mais moi, je suis particulièrement fan de Profession Reporter et de L'Éclipse. Très beau aussi, ouais. Donc ensuite, c'est... Un livre. Un livre. Alors, c'est pas un livre récent non plus, mais le dernier que j'ai lu, c'était Un cabinet d'amateurs de Georges Perec, qui est un livre extraordinaire, un livre très court, qui évoque l'exposition de tableaux d'un riche collectionneur, dont l'œuvre maîtresse est un cabinet d'amateurs. C'est-à-dire un cabinet d'amateurs, c'est un type de tableau qui expose d'autres tableaux, en fait. Et à travers une évocation qui pourrait ressembler à de l'inventaire, en fait, il y a une vraie mise en abîme et une vraie réflexion sur l'art
et l'histoire de l'art. Enfin, c'est infiniment brillant et c'est assez fou quand on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose d'élaboré en le lisant et que au fil du temps, le niveau de créativité et d'élaboration vous saute aux yeux, en fait. Enfin, voilà, je suis assez fasciné par ce livre de Georges Perec que je ne connaissais pas avant de le lire. C'est une amie qui me l'a conseillé. C'est assez fascinant. Ça a l'air, en tout cas, ça donne envie de le découvrir. Et en fait, une bande originale. Alors, ça, c'est pas moderne non plus. Ça n'a pas besoin d'être moderne, je te rassure. Mais j'ai réécouté par hasard la bande originale de Blade Runner, l'original, en fait, de Vangelis. Ah oui. Et c'est quelque chose que je peux écouter à l'infini, quoi. À quel point une bande originale crée une atmosphère, en fait, est intimement liée à une atmosphère, organiquement liée à une atmosphère. Je trouve ça assez fascinant. C'est absolument incroyable, oui. Donc on invite tout le monde à réécouter la BO de Blade Runner. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, Frédéric ? Il faut me croiser par hasard et me demander. Attention, il y a des gens qui vont te chasser. Oui, non, mais là, en ce moment, tout est en écriture, donc c'est compliqué d'en parler. Période de transition. Ouais. Et enfin, une dernière question. Quelle est la réalisatrice ou le réalisateur que tu aimerais entendre à ce micro ? Catherine Biclot ? Écoute, j'aimerais bien, si tu veux son contact. Excellente réponse. Eh bien, voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Frédéric ? Non, merci pour ton invitation. C'était un moment très agréable. Je suis heureux de l'avoir passé avec toi. Merci pour toutes ces questions et pour ta confiance et ton attention. De même, je te remercie. Merci d'avoir pris le temps dans ce planning tumultueux. Et on est en plein milieu de l'été, donc c'est jamais évident en plus de se rendre disponible. Merci beaucoup. Et merci pour ta générosité dans tes réponses. C'était vraiment passionnant. La moindre des choses. C'est donc la fin de cet épisode 9. Je vous remercie toutes et tous de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dès le 10 du mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, n'oubliez pas d'aller en salle et de soutenir les créateurs. Je ne les dirai jamais assez parce que c'est très important et ça leur permet de continuer à créer et de vous divertir et vous faire rêver. Et je vous remercie encore de votre écoute, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye!